Au vu de l'actualité, je pense que vous avez été tourmenté ou orienté vers la question qui est à l'écran. Que restera-t-il de la France, qui inclut le peuple, les traditions, la culture? Nous observons une trahison qui remonte au plus haut point depuis des décennies, à ces présidents censés faire le bien commun pour la France, à ces politiques qui devaient nous représenter et qui au contraire nous ont desservis. On le voit, ils ont favorisé les autres à la place des nôtres. On fait en sorte que des associations et des ONG pullulent sur le territoire pour des flux migratoires et qu'il y ait un remplacement, et sur différents secteurs, en invitant des profils qui sont là que pour profiter et d'autres pour imposer culture, religion, coutume, où on a un effacement de nos traditions. Là où, à une certaine époque, nos grands-mères avaient un petit foulard, ou pourquoi pas un petit voile, s'y trouvent aujourd'hui des abayas et tenues intégrales, où nous avions, en effet, une diversité au niveau de l'alimentation. Maintenant, notre art culinaire remplacé par du kasher et du halal. Petit à petit, tout se transforme, des boutiques au savoir-faire. Nous n'avions pas de pétrole, mais des idées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sans idées et sans pétrole petit à petit. Nous sommes amenuisés par ces nouveaux occupants qui ont oublié le visage de la France d'antan. Avant 1970, il y avait peu d'immigrés. Et la proportion d'immigrés provenait de territoires voisins, européens plus précisément, qui pouvaient participer au partage de notre culture et de nos valeurs. Même si au travers de l'histoire, on a observé qu'il y a eu des guerres au niveau de l'Europe. Mais regardez ça, les mots qui sont employés ont leur importance. Pour faire le show, créer la dynamique autour de cette gauche SS, socialiste sectaire, qui lorsque la Vox Populi fait retentir une voix à droite, elle de son côté sort les bottes et les tonfas et vient détruire bon nombre de mobilier urbain, de boutiques qui existent placées à droite. Elle emploie, comme Macron l'a dit, le mot guerre, peut-être même dans cette intention d'emmerder les Français, comme Macron le laissait entendre lorsqu'il était sous coercition pour le côté de ce système qui était, voyez-vous, sur la santé. Elle parle de guerre, mais les victimes sont toutes, sauf blanches ou catholiques. Est-ce que quelqu'un peut lui rappeler l'effet des délinquances et des criminalités de jour en jour, les détournements des subventions, des fraudes sociales ou encore la discrimination positive qui leur fait profiter des HLM à la place des autochtones qui étaient là, eux, bien avant, qui sont issus de générations 3, 4, 5 et plus que ça encore? Rappelez-lui aussi à cette femme qui dit que apparemment ils sont en danger, ce qui est réellement le fascisme. Parce que elle décrit des racisés qui sont maintenant oppressés. Et quand elle entend racisé, elle dit ibérique, arabe, noir, maghrébin, juif, musulman, encore une fois, tout sauf blanc et catholique. Et que les méchants, elle ne les décrit pas. Mais par déduction, on se doute bien de qui elle parle. Je vous laisse écouter ces 30 secondes de vidéo et on ira à la suite lui rappeler ce qu'il en est. Mais où nous sommes en guerre. Eh les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là actuellement, nous sommes en guerre. On est en guerre contre l'ennemi. Et on est en train de perdre. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, je vous explique. En fait, je crois qu'il y en a, ils comprennent pas. Donc, en fait, on va l'expliquer comment je l'imagine dans ma tête. Dans ma tête, comment ça se passe, c'est qu'il y a les vieux méchants racistes, etc., qui nous aiment pas, versus nous. Nous, c'est qui? C'est chez moi. C'est tout le monde, c'est nous, c'est les jeunes, c'est les musulmans, c'est les personnes racisées, c'est les juifs, c'est les noirs, c'est tout le monde, c'est nous. Parce qu'ils nous voient tous comme une seule et unique personne. Ils nous voient tous pareil, là, ceux-là, là. Et ce qui se passe, c'est qu'on est en train de perdre contre eux. Je sais pas si... Moi, je déteste perdre. Je suis une compétitrice de ouf. Donc là, quand je vois les choses, c'est que ils sont tous allés voter et pas nous. Et du coup, nous, on est en train de perdre contre eux. Eh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous l'avez compris, de ces vieux racistes, sous-entendu, ce peuple qui existait sur son territoire, et ben, comme ils sont fermés et qu'ils n'apprécient pas forcément de voir comme ça des masses migratoires arriver pour les remplacer, créer de l'insécurité, du chaos sur leur territoire, eh ben, ils doivent être immédiatement traités de racistes. Ceux qui votent pour le RN, Rassemblement National, et qui amènent justement à retrouver la nation, la fierté du drapeau bleu, blanc, rouge, ou encore de nos symboles, de l'école, et de bien d'autres choses que l'on a pu avoir, fut un temps,
Eux préfèrent le délitement. Et parler de méchants, et comme quoi il n'y aurait que des anges d'un côté, qui seraient salis par quelques éléments perturbateurs. C'est le sous-entendu de, vous voyez, ces gens-là, là, avec l'accent africain qu'elle prend, en plus africain plutôt subsaharien. Et ben, cette femme-là, elle véhicule seulement des idées sans avoir étudié, comme bon nombre aujourd'hui, parce que nous sommes tombés dans les abysses d'une population qui ne réfléchit plus, qui ne voit pas que, par exemple, si en Algérie demain on déplaçait je ne sais combien de populations asiatiques ou encore d'Afrique, on va dire noire, il viendra gueuler. La France, le premier million d'étrangers est atteint en 1881. Donc toute son histoire, en majorité, ça a été des Français vraiment européens. Et même là, quand ils sont 1 million à cette époque, c'est issu des pays voisins. Ils sont 2,7 millions en 1931. Toujours le cas. Italiens, portugais, espagnols. Il y a juste les Algériens présents parce que c'est la France qui a façonné ce qu'est l'Algérie véritablement. Et comme c'était une colonie, elle a utilisé certains des hommes et des femmes qui sont venus aussi en Europe. Et en partie en France. Et on se souvient comment la France est intervenue au niveau de l'Algérie. C'est parce qu'à une certaine époque, il y avait les barbaresques qui venaient au niveau de l'Europe et en Espagne, en France, en Italie, ils enlevaient des femmes, ils trafiquaient des êtres humains et ils les ramenaient après au port d'Alger ou encore à Tunis ou dans des pays voisins pour justement remplir les harem et obtenir des esclaves. Donc la France, à un moment, elle s'est saisie de ces dossiers, de ces sujets, et elle s'est rendue là-bas, peut-être qu'elle a fait des horreurs, parce qu'il faut aussi le reconnaître, mais c'est des horreurs qui ont fait suite à d'autres encore atrocités. Et aujourd'hui, eux, ils ont un esprit revanchard et ils répandent pour certains le chaos. Pour d'autres, ce sont des familles qui sont bien intégrées, voyez, qui ont des vertus. Mais pour d'autres, ce sont des haineux, animés ni plus ni moins par l'envie d'aller brûler la France et d'y mettre le sang partout. Aujourd'hui, on nous dit soi-disant 3,5, 4 millions d'étrangers parce qu'ils ne veulent pas compter ce que l'INSEE nous a inscrit dans les chiffres avec les descendants d'immigrés, ce qui nous mène à peu près 20% de la population étrangère. À l'époque, on le voit, jusqu'aux années 70, principalement les étrangers sont italiens, et d'ailleurs de pigmentation blanche, et ne sont pas appréciés non plus en France. Parce que peu importe, un pays voudra toujours défendre les siens face aux autres. Donc que ce soit des Italiens blancs qui viennent, ou des Africains noirs, ou encore des Arabes, ou des Moyen-Orientaux, ce que vous voulez, la France, en fait, elle voudra qu'il y ait une proportion, que ça ne devienne pas n'importe quoi et un grand remplacement. Mais ça, eux, ils ne veulent pas l'entendre parce qu'ils veulent seulement leur discours et leur histoire qui leur a été vendue par des associations et qui les placent toujours en état de victime, qui peuvent imposer toutes leurs idées, ça les arrange. Les Italiens restent la nationalité étrangère la plus importante après-guerre, 629 000 en 1962. Mais ce sont ensuite les travailleurs de la péninsule ibérique qui progressent le plus. Les Espagnols passent de 289 000 en 1954 à 607 000 en 1968. Les Portugais sont 20 000 en 1954 et 759 000 en 1975. Donc, l'après-guerre, c'est pas les musulmans, arabo-musulmans ou encore africains qui ont refait la France. Ils ont participé dans la guerre. Tous ceux qui ont été engagés, soit par leur volonté, soit par la peur de se dire que si ce n'est plus la France qui gouverne, est-ce que ça ne sera pas pire avec les Allemands ou avec des Britanniques ou encore avec d'autres qui avaient des colonies à l'époque? Il y a ça aussi qui rentre en jeu. C'est pas les Africains du Nord, par exemple, qui sont engagés avec la France seulement parce qu'ils aimaient la France ou parce qu'ils étaient asservis. Il y en a certains, ils sont engagés parce qu'ils ont eu peur de ce qui pourrait advenir après. Et il faut creuser l'histoire, pas répéter de façon doctrinaire comme un dogme, voyez-vous, qui ne peut être contredit. L'axiome n'est pas dans vos discours. Ces derniers représentent à cette date 22% de la population étrangère en France, soit la première minorité. Après eux viennent les Algériens, comme je vous l'ai expliqué, par l'histoire des colonies. Et même si on voit 700 000 Algériens, donc dans les années 75, pareil, 759 000 Portugais, etc., qui ont participé à ce visage de la France quand même, c'est rien comparé à la majorité française. On est sur de l'ordre de 40 millions à peu près de Français, même plus.
Dans les années 75, on est aux alentours de 50 millions de Français. Donc 2 ou 3 millions d'étrangers, ce n'était pas un problème. Maintenant, quand nous sommes dans une France aux alentours de 68 millions de Français, avec des descendants d'étrangers, plus les étrangers, plus les immigrés, qui eux n'ont pas de papier français, et que ça représente plus de 20 millions de Français, il y a un problème. Dans le rapport, on va dire, entre la France d'hier, la France d'aujourd'hui et ce qui arrivera demain. Alors je vous inviterai à me retrouver sur Odyssée et je vous lirai prochainement Les Métis du docteur René Martial. Et dedans, c'est intéressant de se ramener à l'histoire du passé, à ces docteurs, professeurs, à ceux qui ont étudié en tout cas et qui ont produit des choses. Lui nous parlera des races, ce que je n'apprécie pas forcément. Mais néanmoins, je vais faire l'exercice de me poser dessus. Et il ramène les races notamment aux groupes sanguins A, B, AB et O. Et il montre que la race la plus pure, selon lui, c'était les peaux rouges, parce qu'ils étaient majoritairement de sang O, qui ramènerait à l'Antiquité et à des histoires plus anciennes qui n'ont pas été altérées par des croisements. Pourquoi pas? Ça restait à étudier. Ce qui veut dire que, d'ailleurs, il sort de l'idéologie que l'on voyait communément admise, où les peaux rouges étaient en dernier, les noirs après, et puis venaient voyez, petit à petit les asiatiques, jusqu'aux blancs et, il me semble, blancs européens ou blancs arabes. Donc il vient à parler des métis. Il y a toute une idée derrière, il y a des chiffres qui sont appuyés, et ce qui m'a marqué, c'est par exemple la densité de population à Madagascar. Déjà, Madagascar en superficie, c'est quasiment la France. Vous voyez, j'étais choqué pour une île, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'une des îles les plus grandes. La population en 1938 était 3 millions, aujourd'hui elle avoisine les 30 millions. Donc plus ça va, plus on augmente les populations, les croisements qui vont avec, et l'inévitable choc des cultures dont on va parler après. Et dedans, il nous montre aussi les juifs qui ont été chassés de différents territoires, et les Arabes de Palestine qui, dès 1924 ou 26, étaient déjà mobilisés contre la venue des Juifs. Donc l'idée même que le traité de Balfour de 1917 et ce qui a suivi était communément admis par les habitants de la Palestine est un mensonge, parce que même venant de la part du docteur René Martial, qui en soi ne les porte pas dans son cœur, vient à expliquer que non, il y a toujours eu ces conflits. Et d'ailleurs, il dit, regardez, la race sémite, c'est arabe et juif. Et les deux se détestent. Il parle également de l'autre antagonisme des... Comment ils appellent ça? Euh, Des Russes, il me semble, avec les Polonais. En fait, ils sont quasiment pareils, issus des mêmes peuples, mais ils se détestent et c'est une histoire où on ne pourra jamais les réconcilier. Et comme ça, il y a bien d'autres faits encore. Je suis à 70 pages, donc il m'en reste encore à peu près 150 à découvrir. Mais déjà, ça annonce un beau contenu. Et je viendrai à vous présenter aussi le choc des civilisations de Samuel Huntington, qui lui nous montre ces ères civilisationnelles qui en soi ne sont pas faites pour se mélanger. En petite proportion, pour voyager ou pour ce genre de choses, pourquoi pas. Par contre, dès qu'on commence à les étendre, inévitablement, c'est la guerre, c'est le choc des cultures, des civilisations. Et on les voit, ces ères, Afrique du Nord, avec tout ce qui est de la Mésopotamie et un petit peu plus, qui représente les arabo-musulmans, l'Afrique noire, et vous voyez, on voit aussi tout à l'est, la partie de la Chine et de ses croyances. Vous voyez, en fait, c'est vraiment délimité par rapport à la fois aux politiques, religions et pourquoi pas aux races, si on veut reconnaître ça comme tel. Parce qu'il y a les races, tout à l'heure, donc, comme je vous disais, que notre docteur met sur les groupes sanguins. Et dans la France, on voit que, en dehors de la craniométrie qui différencie les êtres humains, il y a aussi les groupes sanguins. Puisqu'on fait des dépistages à la drépanocytose pour ceux qui sont issus de l'Afrique noire. Donc ça prouve que nous ne sommes pas biologiquement pareils. Même morphologiquement pareils, si je puis dire, même s'il y a des ressemblances à première vue. Et construit intellectuellement, pareil, on a nos différences, on a notre héritage culturel, notre héritage familial et encore d'autres qui rentrent en compte. Et là, c'est le problème de ce 21e siècle qui voudrait une planète
où il y aurait un dogme, une politique et le bien commun. Ce qui ne peut malheureusement se faire. Et certains acteurs se servent de la gauche, qui n'est plus ni moins que décadente, qui veut ouvrir la voie aux LGBT, voire plus à ceux qui s'intéressent aux gamins, qui effacent le mariage, que pourtant chrétiens, musulmans et autres on reconnaît, le lien familial. Mais tout ça, eux, ils ne veulent plus l'entendre ainsi parce qu'ils pensent qu'ils vont arriver en France et partout en Europe, qu'ils vont s'associer avec la gauche et qui ne voient rien de leur projet, ou en tout cas qui, fin de, de réussir à un moment ou à un autre à les raisonner. Le cher, donc le professeur salafiste Bader Outaïbi de Taïf, donne l'autorisation aux islamistes de France de voter Front Populaire, donc de s'associer avec une gauche qui parle de marier les homosexuels, avec une gauche qui favorise la PMA pour toutes, ou encore la gestation pour autrui, la marchandisation du corps, avec une gauche qui fait s'effacer les familles, qui est capable de s'associer avec leur adversaire, ce qui est quand même assez étrange. Regardez, il nous dit, il convient aux musulmans de participer à ces élections. Cette participation est une forme de lutte et il ne s'agit pas d'un serment d'allégeance. En clair, associez-vous à eux juste un temps pour qu'on puisse s'étendre, et puis demain, on sortira l'épée et on viendra à condamner leurs péchés parce que ce sont des mécréants. Regardez ce qui suit. On se tourne vers les moins dangereux, même si tous sont des pays mécréants. Pour leur propre intérêt et celui de l'islam, pour construire des mosquées et prier en groupe, il invite à voter Front Populaire. Donc ceux qui m'ont dit le Rassemblement national, c'est un danger, ou encore tu n'as rien compris, Macron a fait en sorte que Bardella puisse arriver au pouvoir, vous préférez quoi? Qu'on suive ce programme et qu'au moins on puisse exposer ce que le RN a annoncé dans les ambitions politiques, dans les actions à mener, donc qu'on les mette en confrontation avec, lorsqu'ils sont élus, ce qu'ils font face à ce qu'ils avaient annoncé, ou bien basculer tout à gauche et finir la France. La détruire coûte que coûte, hein, ça y est, c'est terminé. À coup de bulldozer, il n'y aura plus d'église, ce sera des mosquées. Les lieux où il y avait une croix au sommet sera basculé pour à la place y mettre un croissant lunaire. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo Le danger du RN. Peut-être qu'au début j'ai une voix, vous voyez, qui part un peu dans la dynamique et qui sort du grave parce qu'on est sur des sujets graves, donc j'essaye de mettre des fois une forme qui malheureusement peut être désagréable à écouter. N'hésitez pas à me dire la différence, voyez bien que tout dépend des contenus que j'aborde, il y a des fois j'ai une voix plus grave, à d'autres moments plus aiguë, le rythme n'est pas le même. Dites-moi ce que vous préférez, comme ça je resterai axé sur ce qui est le plus audible, présentable, mais nous devons nous mobiliser. C'est un appel à la conscience. À temps en temps, laisser les divergences, les conflits de côté pour retrouver l'unité nationale. Je vous remercie pour votre écoute. La vérité est notre avenir, nos valeurs sont ancrées et notre victoire est assurée. À très bientôt.